Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Paqueta. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Nouvel épisode, nouvelle saison. On commence à parler de l'intersaison de 2025. Et pour ça, aujourd'hui, je suis accompagné par PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. Enfin, on reparle un petit peu de football américain, parce que le dernier podcast, c'était le Super Bowl. C'était le récap du Super Bowl. Donc voilà, ça commençait à faire un petit peu long, et il y a eu beaucoup d'actualités en NFL, donc c'est cool. On a fait un live sur comment dire, le tribunal des prud'hommes du Front Office, avec toutes les hot takes qui ont pu être dites. Donc c'était un épisode spécial GG qui a été fait, donc n'hésitez pas. La rediff est dispo sur YouTube si vous êtes en format podcast et que vous ne l'avez pas écouté. N'hésitez pas à aller regarder ça, nous ça nous fait plaisir, ça fait des vues et ça nous fait plaisir. En parlant de live, on en aura d'autres. On en aura un jeudi, donc jeudi 27, donc demain, si vous écoutez le podcast le jour où il sort, ou ce soir si vous l'écoutez le lendemain. Donc ce soir ou demain à 21h11 sur la chaîne Twitch du Front Office. On avait fait le top 11 des receveurs, on avait fait le top 11 des quarterbacks, et ben on va se faire le top 11 des running backs. Et voilà, ça va être un bon moment. On sera à 5. On n'aura pas Anto avec nous, mais on aura tout le reste de l'équipe. Donc on a bien hâte de faire cet épisode tous ensemble. Exactement. Et on peut aussi annoncer que donc, la Free Agency démarre le 12. PA, GG, je crois que vous ferez un épisode en live. Ouais, on fera un live, je sais pas à quelle heure on va se connecter, c'est 18h, 21h, je sais pas à quelle heure ça ouvre officiellement en NFL. Mais oui, un live, on va préparer des petits dossiers sur certains free agents, savoir un petit peu nous, où on les verrait, à quel tarif, et puis à quelle durée. Et puis, dès qu'il y aura des signatures, on interviendra aussi là-dessus. On fera une petite pop, une petite musique, on ne sait pas trop encore, une petite surprise en tout cas. Et puis voilà, on débriefera en direct certaines grosses signatures, parce qu'on sait que sur la première journée, il y a beaucoup de signatures qui arrivent au moment de l'ouverture de la Free Agency, ce qui est tout à fait étonnant, puisque les équipes ne sont pas censées négocier avec les joueurs. Donc c'est toujours extrêmement... Ils ont pas négocié avant. Hein. C'est juste qu'ils sont tombés d'accord en une seconde. Il s'avère qu'ils voulaient, il y a un running back qui voulait 6 millions par an, pile poil, il voulait vivre. Incroyable, 3 ans. À cet endroit-là. C'est fou. On rêve tous d'avoir des négociations salariales comme ça avec nos patrons. donc voilà, on sait qu'il y aura des signatures au moment de l'ouverture de la Free Agency, donc c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir réagir de notre côté et puis interagir aussi avec vous, voir un petit peu si vous êtes étonné de certaines signatures, et puis au niveau des free agents qui resteront encore en suspens, savoir où vous les verrez signer. Donc voilà, on va vraiment interagir avec vous, donc n'hésitez pas à passer là-dessus, mais on refera une com. On refera une com pour le 12 mars. Ouais, ce sera le 12 mars. Et la semaine d'avant, le 5, on aura le retour des Game Zone. Donc, notre petite soirée jeu de société, on va dire, qu'on anime. Donc, on sera avec Doug notamment et 3 autres invités qu'on vous annoncera plus tard. Mais voilà, Doug sera là et pour mettre la bonne ambiance, comme on dit. Il sera là pour les punchlines, nous mettre des musiques de cirque et voilà. Donc, musique de cirque qu'on récupérera très probablement pour la Free Agency lorsqu'il y aura quelqu'un qui signera pour 30 millions et on dira mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà. En parlant de signature, avant de lancer l'épisode, on a une signature qui a eu lieu, c'est celle de Khalil Shakir, qui a re-signé avec les Bills pour 62 millions sur 4 ans, 33 millions garantis. Il peut s'acheter une belle maison. Ah ouais. Là, beau contrat signé quand même. Alors pour un bis, c'est pas mal. Après, ça dépend comment il voit Shakir, mais s'il le voit en tant que 1, c'est une super affaire. S'il le voit en tant que 2, c'est une moins bonne affaire. S'il le voit entre les deux, c'est pas si mal. De toute façon, cette année, il était un peu de facto numéro 1 parce qu'il n'y avait pas de réel numéro 1 qui avait émergé. Donc, c'est la soupape de sécurité pour Josh Allen. Donc, pas déconnant, je trouve qu'il le re-signe. Je trouve le montant un peu élevé et en même temps, c'est un avis tout à fait personnel. Je trouve que payer plus de 10 ou 12 millions à un receveur 2 ou 3, je trouve ça cher. Mais en même temps, c'est aussi les prix du marché.
parce que le salary cap va augmenter, parce que le tarif aussi des receveurs va augmenter. Je crois le plus élevé, c'est Jefferson avec 30 ou 35 millions. Mais il n'y a pas de Chase Donc, encore. donc il n'y a pas de Chase encore. Donc, de toute façon, ça va être amené à augmenter, à évoluer. Je pense que le comparatif qu'on pourra faire cette saison, ça sera la signature de T. Higgins, voir combien il va prendre, et puis on verra les signatures en dessous, au-dessus du montant que va signer Higgins. Mais ça sera, je pense, pour cette année, le maître étalon, et on verra les receveurs, comment ils vont s'aligner ou pas, ou les équipes s'aligner ou pas, sur le montant que signera Higgins aux Bengals ou ailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, voilà, ils veulent lui refaire signer au moins un tag sur une deuxième année, donc ça va leur coûter une Très blinde. cher. Ouais, une blinde, donc je pense que c'est dans l'objectif aussi de le re-signer à plus long terme, mais on verra. Moi, cette signature de Shaker, ça me fait penser à celle de Darnell Mooney l'année dernière aux Falcons, où il avait signé, Ouais. je viens de regarder, pour 39 millions et 3 ans, donc tu es à peu près sur les mêmes bases, parce que c'était 13 millions par an, là tu es à 15 avec un salary cap plus élevé. Ça a bien réussi aux Falcons, Darnell Mooney. Il y a eu d'autres soucis au niveau des Falcons, mais Mooney n'en était pas un. Et moi, je me dis, hein, si ça peut continuer comme ça côté Bills, bah, ce sera pas une mauvaise affaire. C'est Juste juste la qu'il faut sécurité, parce qu'il a bien fonctionné cette année, donc Ouais, et je pense pas que ce soit un ego surdimensionné, donc tu te dis, vas-y, on récompense et on prend un qui casse pas les pieds dans le vestiaire. Pour cet épisode, on va parler du coaching carousel, comme vous avez pu le voir sur la miniature, avec nouvelle direction artistique entamée par notre ami Trey. Dites-nous si ça vous plaît, nous on trouve ça stylé, on espère que vous aussi. Et donc pour ça, on va faire du coup le coaching carousel, on va regarder, et le GM carousel aussi, qui est un peu plus fébrile, mais regardez tous les changements, on va faire par équipe, voir s'il y a eu des changements ou pas. Rapidement, s'il n'y a pas eu de changement, est-ce qu'on considère ça bien ou pas, et puis avancer comme ça sur chaque équipe. On a parlé des Bills avec Khalil Shakir. Bah, je te propose qu'on commence par l'AFC Est. Et bah, l'AFC Est, du coup, on commence par les Bills. on ne change pas une équipe qui presque gagne. Donc, il y a eu des bons choix qui ont été faits les années précédentes. La draft de l'année dernière des Bills avait été un petit peu fustigée. Et au final, il s'est avéré que ça a plutôt bien fonctionné cette année. Draft et free agency, je ne mets pas les deux. Donc on repart, et c'est plutôt réussi, parce que Joe Brady avait été dans des discussions quand même auprès de pas mal d'équipes, et au final, ils ont réussi à le garder encore une année, donc tant mieux pour eux. Ça garde l'équipe en place, ça re-signe certains joueurs qui ont été importants. Donc on voit la ligne directrice, et on voit que leur fenêtre pour eux est toujours ouverte pour le Super Bowl. C'est ça. C'est globalement quand ça change pas, on va regarder si le coach est bon et si les offensive coordinators étaient bons aussi. S'il est bon le coach, bah tu le gardes, logique. S'il est pas bon, pourquoi tu le gardes? Et les coordinateurs, s'ils sont bons, pourquoi ils sont pas partis? Donc Brady, il a décidé de rester, donc bah, c'est cool. Cool pour les Bills, moins cool pour toi et moi dans la FCS. Oui, ça c'est vrai. Même si toi, tu as eu des choses un peu plus positives. On va passer du côté des Jets, où là, il y a eu changement complet. Et même pas uniquement au niveau du coaching, aussi au niveau du GM, aussi au niveau du QB. Enfin, il y a tout qui va changer cette saison. Et du coup, ce qui a changé là, déjà, c'est Darnell Mougé qui devient GM. Alors, notre insider PA va nous dire qui est Darnell Mougé. Darren, notre ami Darren, il était assistant general manager chez les Broncos sur les 3 dernières années. Donc, on a pu voir les dernières drafts. Plutôt une réussite. Donc, si on part de ce biais-là, sur la draft, ouais. Donc, si on part de ce biais-là, on peut dire que c'est une bonne signature. Maintenant, il n'a pas encore de réelle expérience sur le poste de GM. Il sera lui aussi rookie, comme pas mal de head coach et de coordinateurs. Donc à voir, c'est bien, ils repartent sur vraiment une page blanche, puisque au-delà du GM, comme tu l'as dit, il y a aussi les 3 coachs principaux qui ont été dégagés, qui ont été remplacés. Donc à voir ce que ça va donner. Ils veulent lancer une nouvelle dynamique qui est aussi avec le changement de quarterback, parce que Rodgers a été remercié, on dit ça comment, coupé? Peut-être pas encore officiellement d'ailleurs, mais bon, les informations qui ont plus que fuité donnent quand même une place libre sur ce poste-là. Donc à voir ce que les Jets aussi vont faire là-dessus, mais ça va laisser une sacrée dead money dans leur salary cap.
Ouais, je me demande s'ils vont prendre quelqu'un ou s'ils vont se dire: «Vas-y, on a Jordan Travis, est-ce qu'on tente un Jordan Travis sur une saison?» J'ai un peu des doutes. Je pense que ça va prendre quelqu'un en free agency après, à voir qui. Ce serait très un move Jets de prendre Sam Darnold. Ouais, mais à quel montant? Ouais, c'est toujours ça la question. Oui. Au niveau des coachs, du coup, on en a parlé brièvement, mais on n'a pas dit les noms. Donc c'est Aaron Glenn qui devient head coach, accompagné de Tanner Engstrand en offensive coordinator et de Steve Wilkes en defensive coordinator. Aaron Glenn qui était le defensive coordinator des Lions. Oui, donc de mémoire, première expérience pour lui sur ce poste-là de head coach. Il vient pas tout seul parce que Tanner Engstrand, il était chez les Lions aussi. Il était coordinateur du jeu de passe. Donc sur les 2 dernières années, enfin 23 et 24. Donc, et puis il était dans le coaching staff des Lions depuis de nombreuses années. Donc plutôt intéressant. J'aime bien, moi, ces head coachs-là qui arrivent aussi avec des assistants de coordinateurs ou de head coach dans leur bagage. Donc tant mieux pour eux. Encore un coordinateur défensif, et moi, ça sera un peu mon leitmotiv. J'ai un petit peu de mal avec le cordeau défensif, mais j'expliquerai pourquoi. Maintenant, est-ce qu'on prend le biais d'Aaron Glenn par rapport à la défense qu'il a proposée aux Lions, où il y a eu quand même des sacrés trous d'air, et notamment sur le match élimination directe contre les Commanders, où ils s'en prennent 45. Alors, pas que de la défense, parce qu'il y a eu aussi un pick six. Mais ça n'a pas toujours été gage de sécurité. Ou alors, on prend Aaron Glenn en tant que metteur d'ambiance, comme peut le faire Dan Campbell, à voir. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il s'est bien entouré. Offensivement, ça reste un point d'interrogation parce que Tanner Engstrand n'a pas encore d'expérience sur ce poste-là. Par contre, défensivement, on va y venir. Steve Wilkes, lui, il a beaucoup plus d'expérience. Avec de la réussite, un petit peu d'échec également, mais voilà, le dernier échec en date, c'était quand même avec les Niners, où il était défensif coordinateur il y a 2 ans et ça n'avait pas très bien fonctionné. Sinon, malgré tout, je trouve que ça reste un bon coach de position ou coordinateur, avec beaucoup d'expérience, comme je l'ai dit, et plus d'une quinzaine, une vingtaine d'années en NFL. Donc, ça va être ce côté rassurant pour Aaron Glenn, qui a aussi, lui, cette appétence sur le côté défensif. Donc, ça reste normalement le point fort des Jets. Ils ont eu du mal à le démontrer après le départ de Robert Saleh l'année dernière. Donc, à eux de revenir sur des bases qu'on leur connaît depuis 3-4 ans maintenant. Et en s'entourant de Wilkes et d'Aaron Glenn sur le poste de coach, de head coach, pardon, pour moi, ils remettent un petit peu de la sécurité sur le poste, enfin sur la partie défensive. Et puis, ils vont être amenés à rebosser une nouvelle fois sur la partie offensive. Steve Wilkes, c'est comment dire, c'est un peu compliqué. On dirait, tu sais, le coach en première ligue qui continue d'avoir des postes parce qu'il a un bon CV. Parce que aux Cardinals, ça n'avait pas fonctionné du tout quand il était head coach. Si je prends vraiment depuis Ouais. un moment, hein, je crois que c'est l'année avant qu'ils prennent Kyler Murray parce qu'ils ont le pire bilan. Il arrive aux Browns où ça marche pas très bien. Il fait une petite pause, il retourne en universitaire. Après, il arrive aux Panthers où pour le coup ça marche mieux, mais en même temps il devient interim head coach, donc c'est quand même qu'il y avait des erreurs. Mais par contre, en interim head coach, il me semble que ça avait plutôt bien marché, les Panthers en 2022. Et après, ouais, gros trou d'air avec les Niners en 2023. Pour une Gros équipe trou qui a d'air, besoin- l'équipe va quand même au Super Bowl en 2023. Oui, ah oui, pardon, oui, non, mais dans le sens où défensivement, Oui, ça, c'était ils pas avaient eu ça, du mal. quoi. Oui, ils Ouais. s'étaient fait ouvrir en finale de conf contre les Lions, s'étaient fait ouvrir aussi au Super Bowl enfin, ouvrir, toute proportion gardée, parce qu'ils étaient à moins de 30 points. Mais oui, par Quand j'ai rapport trou au d'air, c'est que, matos qu'il ouais, avait. voilà, exactement. Ouais, c'est plus dans ce sens-là où tu as l'impression que toi, tu aurais fait pareil, quoi. Enfin, Mieux, non, mieux. mieux, pardon. Évidemment, non mais logique, je voulais pas non plus trop casser du sucre, mais voilà, j'espère que ça va fonctionner. J'ai quand même l'impression que Aaron Glenn, il va garder beaucoup de choses défensivement et qu'il l'a un peu peut-être plus en tant que tiens, tu sais ce qui a pas marché dans ta vie, dis-moi ce qui marche pas et je le refais pas, quoi. Ce qui est très pratique aussi, hein. Donc voilà. Mais donc gros changement côté Jets avec Ouais. tout le monde qui change. Voilà, sauf le proprio. C'était un petit peu attendu. Ouais. Côté Dolphins, Et encore, malheureusement, il y a sur le rien. Oh, proprio, vas-y, j'ai un pardon. doute. J'ai un doute parce que maintenant que Trump est passé président, Woody Johnson, il était quoi, porte-parole des États-Unis à Londres, une connerie comme Il ça? était ambassadeur, ouais. Ouais, Ambassadeur. et c'était du coup son fils qui avait repris les rênes du côté
propriétaire des Jets. Donc peut-être que ça va être amené à être refait encore sur les 4 prochaines années du mandat de Trump. Donc même là, peut-être qu'il peut y avoir un peu de changement. Ce serait assez impressionnant. Côté Miami, rien n'a changé. C'est triste. On a toujours le même GM depuis 2016, ça change pas. On gagne rien, on garde le même. Le coach, j'ai déjà expliqué ce que j'en pensais. Par contre, je serais content qu'on ait gardé Anthony Weaver en defensive coordinator, qui est très bon. Frank Smith en offensive coordinator ne sert à rien puisque c'est McDaniel qui fait tout. Et voilà, moi je veux bien être. C'est le genre de poste offensive coordinator derrière un McDaniel, derrière un Shanahan, derrière qui Kevin O'Connell, qui te sert à rien. Tu t'es là pour faire joli, quoi. Donc, Pour le CV, t'es bien. là. Bah lui, Frank Smith, il y a un moment, il va dire attends, ça fait quand même 4 ans que je suis offensive coordinator. Je peux avoir mon mot à dire? Non. Bon, bah, d'accord. Ok. Donc voilà, bon, rien n'a changé. Moi, je suis assez triste, mais c'est comme ça. Ouais, rien n'a changé sur le coaching staff en tout cas. On a juste vu que la saison n'a pas encore commencé et Tyreek Hill est déjà blessé de longue durée. Donc, Ouais, mais c'est sa blessure qui s'est traînée toute la saison. Il s'est enfin fait opérer. ouais. C'est sa blessure au poignet. Et Teron Armstead n'est pas sûr de continuer. Du coup, il a changé son salaire de 28 millions au minimum. Mm. Un move gentil pour nous. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, pas grand-chose à dire sur les Dolphins puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ouais. PA, on passe aux Patriots. C'est parti. Allez, on en a pour une demi-heure. Beaucoup de choses à en dire. Donc oui, Mike Vrabel qui est arrivé avec un nouveau dans la maison, Josh McDaniels. Je pense qu'il avait encore son petit vestiaire avec son nom. On a juste gratté un petit peu, puis c'est bon, Josh McDaniels est réapparu. On a retiré le scotch. Ils ont mis une 10 mots. En fait, ils mettent un truc de 10 mots par-dessus et puis tu le retires à chaque fois. En plus, quand tu vois la tronche des offensive coordinateurs qu'on a eu, bon, c'est pas un mal. Et puis Terrell Williams, defensive coordinator. Comme j'ai dit pour Aaron Glenn, du mal avec les head coach à vocation défensive. Je m'explique parce que si une équipe tourne bien offensivement et que c'est l'offensive coordinateur qui le fait bien tourner, il va avoir beaucoup de propositions. Et quand on a un QB rookie, sophomore ou en tout cas jeune, c'est bien de garder une stabilité. Ça, c'est mon appréciation, je dirais, des coachs principaux. J'aurais préféré peut-être partir sur un head coach plutôt à vocation offensive. On sait que Ben Johnson a été aussi interviewé. Maintenant, d'avoir un Mike Vrabel qui a aussi de l'expérience, qui a un palmarès, qui a vu aussi d'autres équipes, qui allait coacher dans d'autres équipes, les Texans, les Titans et dernièrement aux Browns où il était... il n'était pas coordinateur, mais il était là en tant que superviseur au niveau de la ligne offensive, radicalement opposé à ce que lui peut proposer. Finalement, c'est pas un mal. Au moins, il va arriver avec ses certitudes. C'est mieux dans une équipe où les Patriots avaient mis un total rookie à ce poste-là avec Jérôme Mayo. Ça n'a pas pris. Autant changer au bout d'un an. Donc là-dessus, sur le move, je suis plutôt satisfait. Étonné et satisfait. Le fait que McDaniels revienne, pourquoi pas. Maintenant, là aussi, j'aurais préféré avoir un defensive coordinateur avec un plus gros palmarès. Steve Wilks, par exemple, alors pour le citer lui, mais parce qu'il a le palmarès, plutôt qu'un rookie, parce que Terrell Williams était chez les Lions au poste il était au niveau de coach de D-line. Et ça sera sa première année en tant que defensive coordinateur. Et Vrabel a affirmé hier que ça sera bien Williams qui appellera les jeux. Donc là-dessus, encore une fois, c'est un rookie. L'année dernière, c'était la même chose, c'était un rookie et ça n'a pas bien fonctionné. Donc j'ai mes craintes par rapport à ça. Par contre, McDaniels sur le poste d'offensive coordinateur, ça c'est chouette parce que on a l'image d'un head coach passable, voire terrible. Mais sur le poste d'offensive coordinateur, il a toujours bien fonctionné et très bien fonctionné. On rappelle la première année de Mac Jones où il était à un moment donné dans la discussion pour être rookie de l'année. Les Patriots avaient fait les playoffs cette année-là, c'était la dernière saison. Je pense qu'il en est en grande partie responsable. Donc, sur ce poste-là, et avec 2-3 ans sans avoir été dans la ligue, je pense qu'il va arriver avec des idées neuves. Il va arriver aussi avec des plans de jeu qui mettra sûrement un peu plus dans un fauteuil Drake May. Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait, moi, personnellement, de la signature de McDaniels, même si ça fait encore l'aspect redondant c'est encore un mec de la maison qu'on ramène. La même chose pour Vrabel.
Si ça fonctionne, on pourra pas les critiquer. Si ça fonctionne pas, bah, on pourra critiquer les proprios, encore une fois. Il y a un truc que tu as dit au début, où tu préfères pour les jeunes QB Mmh. avoir un head coach offensif parce Ouais, que si l'offensive coordinator fonctionne, il peut se faire débaucher pour être head coach ailleurs. ouais. L'avantage, c'est que tu prends Josh McDaniels qui ne sera pas débauché pour être head coach ailleurs. Donc, Ça, c'est en ouais, vrai, tu as le meilleur des deux mondes là avec un oui, Vrabel qui est très bon et un McDaniels qui est un bon offensive coordinator et, comme tu l'as dit, un terrible head head coach. coach. Donc en vrai, si ça fonctionne, il va juste rester avec une Mmh. prime et Vrabel va rester et continuer. Terrell Williams, je pense pas qu'on va vouloir le débaucher l'année prochaine en plus, parce qu'une seule année, je pense pas que tu aies envie de le débaucher au bout d'un an, même s'il va y avoir des ouvertures l'année prochaine, hein, on aura le temps d'en parler un peu plus tard, mais je pense qu'il y aura des ouvertures. Donc au pire, même si McDaniels il est pris ailleurs, bon bah il est pris ailleurs et au final c'est l'équipe ailleurs qui fait une erreur et tu récupéreras autre chose. Tu peux récupérer un Brian Daboll, tu peux récupérer d'autres Mmh. choses, je pense, l'année prochaine. Mais je pense que McDaniels, tu vas le garder au moins 2 saisons là, sauf si tu le vires. Voire même plus, mais Ouais, ouais. Non, mais mmh. dans le sens où si ça se passe bien, tu le Mmh. gardes au moins 2 saisons. Si ça se passe mal, tu le dégages et puis voilà. Mais je pense que là, c'est pas vraiment pas mal ce que vous avez fait. Vrabel, bah, il est libre depuis trop longtemps, quoi. Il aurait pas dû être libre depuis si longtemps déjà. Donc non, non, là, vous êtes bien là. Je pense que vous allez bien avancer. Vous avez votre QB de l'avenir. Ouais. Vous êtes bien. À voir ce que vous faites lors de la draft et de la free agency, parce qu'en plus, vous Mmh. avez beaucoup de sous. Donc Oui. ça va recruter en défense et laisser Jalen Paul qu'en receveur 2. Voilà. Ouais, Vous mais êtes après, bien. le marché des joueurs, même pas élites, mais des joueurs très bons, il est compliqué. Regarde, enfin, on va pas, comment dire, parler de la free agency outre mesure, mais T. Higgins, qui était un des plus gros noms, les Bengals veulent le garder, ils vont sûrement le taguer. Il y en avait un autre receveur, Godwin. Bah, les Bucks, ils veulent aussi tenter de le garder. Donc, en fait, tous ces gros noms, c'est difficile offensivement, je trouve, de pouvoir se renforcer via la free agency Oui, parce que les très gros joueurs restent dans les équipes forcées avec le tag ou alors avec des belles signatures. c'est ça. Voilà pour la FC Est. On va pouvoir passer à la FC Nord où il y a eu beaucoup moins de moves, donc ça va être beaucoup plus Ouais. rapide. Les Steelers, il ne s'est rien passé. On a toujours les mêmes et Mm. bon, on reste dans la continuité. C'est stress Steelers. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite surtout pas. Ouais. Mais bon. Bah, les Ravens, pareil, pas de changement. Ça a bien fonctionné. Tant mieux. Voilà. Tant Donc, mieux. Todd Monken a eu quelques entretiens, donc tant mieux qu'il reste. Et puis Zach Orr, pour sa première année, bah, je trouve qu'il a montré de belles choses, notamment sur la deuxième partie de la saison, sur le defensive coordinateur. Donc c'est bien de garder tout le monde en place. ouais. Côté Bengals, ils ont décidé de retirer ce qui fonctionnait pas, c'est-à-dire la défense. Et ils ont embauché Al Golden, qui est. Qui était du coup defensive coordinateur de Notre-Dame, l'université de Notre-Dame, qui a fait filiale universitaire l'année dernière, qui a montré plutôt des belles choses, je trouve. Donc positif. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Luana Rumo, mais c'est vrai que depuis 2 ans, c'était un peu plus compliqué. Il y avait un besoin d'un changement. C'est vrai qu'on en a rigolé parce que moi, j'aurais préféré que tout le monde vire Zach Taylor en premier. Ça n'a pas été le choix fait par les Bengals. Et comme tu disais un peu de la même manière que les Steelers, je pense qu'ils aiment bien rester sur du long terme avec leur coach. C'est pas le genre de la maison de virer les. Quand bien même Taylor est là depuis de nombreuses années, 6 ans ou 7 ans. C'est pas le genre de la maison de virer le coach, le head coach, je vais y arriver, pardon. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu sa dernière saison à lui aussi. Hein. S'ils ne refont pas les playoffs cette année, il pourra commencer à préparer ses bagages. Ouais, je pense aussi. Et Dan Pitcher qui a très bien fonctionné en offensive coordinateur. Je sais pas si c'était lui qui appelait les jeux, Ouais. mais en tout cas, ça a très très bien fonctionné en attaque dans un mode pompier de service où il faut absolument avancer et faire tout bien. Donc, Mm. c'est Bah, Bureau on a qui a vu eu que le on a vu Comeback que le Player of départ the Year. de oui, et on a vu que le Ouais. départ de Callahan, qui était offensive coordinateur, n'a pas eu d'impact ou alors eu un impact plus que positif pour les Positif, ouais. Bengals parce que je trouve que l'attaque montrait un visage différent et plutôt intéressant. Donc, Ouais. donc ça a été un bon move l'année dernière, alors même si c'est Callahan qui était parti pour prendre le poste de head coach. Mais ça a été un bon move, donc à voir cette année si ça fonctionne côté défensif. Ouais. Et ensuite, côté Browns, on garde Kevin Stefanski, ce qui m'a surpris. Et on garde James Schwartz en défense et on récupère Tommy Rees en offensive coordinator.
Tomiris, du coup. Qui était déjà chez les Browns l'année dernière en tant que au niveau du pass game. Je suis assez content, moi, du limogeage de l'ancien Ken Dorsey. Je vais y arriver. Ken Dorsey, parce qu'il avait pris la suite d'un autre offensive coordinateur qui fonctionnait bien. C'était Alex Van Pelt qui était chez Patriots l'année dernière, justement. Et on a vu le downgrade de l'attaque, hein, réellement. Et c'est Là, pas c'était étonnant. Qatar. Ken Dorsey, c'est un ancien, si j'ai pas de mémoire, des Seahawks à un moment donné, et c'était pas beau ce qu'il proposait. Donc en fait, même ce move-là l'année dernière, j'avais pas trop compris. Donc en une année, voilà, Stefanski s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Bon bah il dégage et puis on fait monter quelqu'un en interne, à voir ce que ça va donner. Mais je trouve le move essentiel de la part des Browns par rapport à ce que offensivement ils avaient proposé en 2023 et ce qu'ils ont proposé l'année dernière. Ouais, c'est un mec jeune, du coup, 32 ans. Il a Tomiris. Il a joué un petit peu comment dire, en QB. Il était quarterback coach à Notre-Dame aussi, donc ça recrute. Voilà, il était aussi à Alabama avant. Est-ce que c'est aussi pour si bon, on n'aura pas du coup Deshaun Watson, mais on sait que Deshaun Watson, en tout cas de ce que j'en ai entendu, notamment sur le trick play, que c'était un joueur qui arrivait très bien à jouer avec un schéma type universitaire. Est-ce qu'ils ont envie de balancer quelque chose un peu dans ce genre-là pour déjà le rookie qu'ils vont récupérer pour qu'il soit dans les meilleures conditions au niveau transition, Ouais. et pour si jamais tu as envie de retester encore une fois Deshaun Watson, de voir ce que ça peut donner avec un autre esprit au niveau de l'attaque. Je pense que c'est un bon move pour un peu essayer d'instaurer quelque chose de différent. On va passer à la FC South avec un parce qu'on est obligé de mettre l'accent parce qu'on va parler des Texans de CJ Stroud et eux ils ont rien changé à part le offensive coordinator qui est parti et enfin qui a été parti. Il a été viré le offensive coordinator. Il est parti. Il est parti d'un commun accord, mais plutôt du commun accord des Texans, quoi. Et il a été remplacé par Nick Caley. Oui. Qui était un gros nom l'année dernière, même sur les 2 dernières saisons, qui était attendu sur ce poste-là, voilà, depuis 2 ans. Il était resté chez les Rams, et ça fait de nombreuses années. Ça fait 2 ans maintenant. Il était coach des Titans chez les Pats en 2022. Belle promotion pour lui, et je pense qu'il va pouvoir montrer tout l'étendue de son talent. Parce que l'année dernière, il était coach des Titans et coordinateur du jeu de passe. Ouais, ce qui a bien fonctionné, hein, le jeu de passe côté Rams l'année dernière. Donc, malgré une O-line difficile en début de saison, ça arrivait quand même à avancer. La O-line, c'est pas la qualité première chez les Texans, donc il a lui aussi trouvé des schémas de jeu qui feront que la ligne sera moins mise en difficulté que cette année et les schémas de jeu proposés par Bobby Slowik. Et puis que CJ Stroud retrouve son niveau qu'on lui avait connu sur son année rookie et pas son année sophomore. Ouais, totalement. Ensuite, au niveau des Colts, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part ton meilleur ami, Lou Anarumo, qui est arrivé chez eux en defensive coordinator. Ça fonctionnait pas ouf leur défense, et là, ils ont réussi à le déforcer, à le dérenforcer en prenant Lou Anarumo. Pareil que pour Zach Taylor, j'ai l'impression que c'est un peu la dernière saison de Shane Steichen, si ça fonctionne pas, je précise. Et que oui, c'est un peu le fusible facile, Lou Anarumo, en disant c'est bon, on a dégagé notre ancien défensif coordinateur, on remet un nouveau, on va voir ce que ça donne. Effectivement, ça n'a pas été la qualité première chez les Colts l'année dernière, mais j'ai pas l'impression que la défense était vraiment le point le plus faible de l'équipe. Donc à voir. Et Steichen, il a quand même cette vocation, cette appétence pour l'attaque. Et depuis qu'il est arrivé chez les Colts, on a du mal, je trouve, à voir sa patte. Donc voilà, probablement aussi dernière saison pour faire ses preuves pour Steichen. Ouais, je pense qu'on va moins voir Richardson, et je serais pas surpris qu'il soit un peu agressif sur un backup lors de l'intersaison. Là, en free agency, histoire de se sauver un peu les miches. Côté des Titans, alors là, c'est grosse surprise côté Titans, parce que c'est la seule équipe qui a changé le GM mais qui a gardé le coach, alors qu'en plus, ils ont le premier pick de la draft. C'est vraiment, les Titans, ils arrivent à te faire des choses, à chaque fois, c'est pépite. Par contre, le GM qu'ils ont pris, Mike Borgonzi,
c'était le GM que tout le monde voulait, il me semble. Ouais, il était assistant general manager chez les Chiefs depuis 3 ans. On a vu les dernières drafts de Kansas City, ça a plutôt très bien fonctionné. Donc oui, c'était un peu un nom un peu hot pour le poste de GM. Le mec en a eu marre d'avoir le pick 32, donc il a dit cette année, moi je m'en fous, je prends le pick 1. Il part sur l'extrême opposé. donc, C'est donc con, il aurait eu le pick 31 cette année en plus. ouais, c'est pour ça. Il boudait un peu. Il a dit bon non, flemme. Moi, je veux que le 32 ou le premier. Mais blague à part, à voir ce qu'il va en faire, parce qu'effectivement, tu disais tout le coaching staff est resté. Et en même temps, ça faisait qu'une seule année que Callahan était arrivé. J'étais déjà pas convaincu l'année dernière. On a vu la saison, donc je suis pas convaincu cette année non plus. Maintenant, voilà, ils partent dans cet esprit-là, pourquoi pas. Mais la question se pose du first pick, savoir ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont choisir un joueur, quel type de joueur, est-ce que ça sera un QB, est-ce que ça sera un défenseur, on parle beaucoup d'Abdul Carter en 1, ou est-ce qu'ils vont le trade down. Donc ça sera vraiment l'attente qu'on va avoir d'ici le 24 avril, 26, pour la draft. Ouais. Je pense que je serais pas surpris qu'il trade down et que l'année prochaine, avec le nouveau head coach, il récupère 2 premiers tours C'est et possible. démarrer. Parce que ouais, là, tu serais vraiment bien, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec de partir un peu comme ce qu'ont fait les Texans avec tu redémarres, tu prends un mec Will Anderson et CJ Stroud la même année. Bon, t'es bien pour redémarrer un peu. Mais ouais, moi assez surpris, j'ai beaucoup de mal avec le coaching des Titans, je trouve qu'il n'y a rien qui va bien et ils avaient fait des moves quand même pour se renforcer, ça fonctionnait pas. Ouais, Le c'est vrai Zach que Taylor coaching tree, il est compliqué quoi. Il est un seul et c'est un désastre. Mais oui, c'est vrai Attends, parce que Dan Pitcher, quand il va être coach, là, on pourra dire OK. Mais déjà, on va voir Luan Arumo. Ouais. Mais c'est vrai que je sais pas, je trouvais que défensivement, il y a eu des sacrés trous dans certains matchs. Et je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas eu de changement sur ce point-là. Maintenant, ça aurait été aussi le fusible facile. Donc, tant mieux. Et je pense que l'année prochaine, si ça refait une saison cata, c'est les 3 qui dégagent et on garde uniquement Borgonzi. Ouais. On va passer à la dernière équipe d'AFC South. Et comme dirait le nouveau head coach, Duval. Donc, donc ils ont changé de GM. Ils ont récupéré James Gladstone, qui a un nom de personnage de Jumanji. Mais qui faisait quoi avant? Gladstone, il sort un petit peu de nulle part. Il a même pas de fiche Wikipédia. Le mec travaillait à Fulham en fait avant. Ça te dirait, ça te dirait, tu viens chez nous? Il était chez les Rams sur les 9 dernières années et il était plutôt sur le scouting. Donc, Okay. pas du tout sur l'aspect décisionnel du truc. Ils ont pourtant... il fait jeune de ouf. Ils ont pourtant fait pas mal d'entretiens. Et c'est lui qui a eu la chance, avec des très grands guillemets, de prendre ce poste-là. Après, il faut quand même préciser que les Jaguars, ils avaient gardé Trent Baalke au tout début du coaching carousel. Ils ont fait beaucoup d'entretiens avec les coachs et personne ne voulait bosser avec lui. C'est-à-dire que même Liam Cohen, qui a récupéré le poste de head coach, avait dit non au départ parce qu'il ne voulait pas bosser. Ça a été le cas de Ben Johnson. Donc, à un moment donné, le propriétaire a dit bon, finalement, le problème vient peut-être du general manager, donc lui aussi il va dégager, et ils l'ont dégagé un petit peu tard, donc ce qui fait que voilà, les noms un peu hot, comme on disait, notamment pour Concy, il était déjà pris chez les Titans. Donc je ne sais pas s'il aurait été pris chez les Jags, mais toujours est-il qu'eux sont arrivés un petit peu sur le tard sur ce poste-là, puisqu'ils avaient déjà leur head coach avant le GM, ce qui est un petit peu bizarre dans le process de recrutement. Donc est-ce que Liam Cohen a eu lui aussi son mot à dire sur le recrutement de Gladstone? Je sais pas. Mais c'est un peu Jaguars, j'ai l'impression de faire un petit peu les choses à l'envers. On a notre QB du futur, on le re-signe, mais en fait, on n'a pas d'équipe pour l'entourer. On prend le head coach avant le general manager. C'est compliqué de les suivre, hein. Vraiment. J'ai beaucoup de mal, moi. Ouais. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup les noms qu'ils ont recrutés quand même. Entre Gladstone et Campanile, franchement, c'est ça a récupéré des noms absolument fous. Liam Cohen, par contre, si on retire le côté humain et le fait qu'il change d'équipe tous les ans et que le process pour qu'il devienne coach des Jaguars est quand même était un peu
bon, on peut le dire, Sale. c'était sale, ouais. C'était sale, où il disait que non, il allait pas garder. Il a pris une prolongation, ou du moins une augmentation pour être le offensive coordinator le mieux payé de la ligue du côté des Bucks. Mais la condition, c'était qu'ils prennent plus de rendez-vous chez les Jaguars. Mais bon, il y a un bon hôpital pédiatrique visiblement à Jacksonville. Donc il s'avère qu'il est parti là-bas pour ça. Et puis il est revenu. Il n'est pas revenu à Tampa. Donc il est resté chez eux. Ouais, C'est pas beau. ça a l'air d'être un gars avec. Ça a l'air d'être un gentil mec, tu vois. Mais il me donnerait pas confiance. Genre, je Non, signerais pas aux Jaguars, tu vois. Là, moi non si plus. j'étais un joueur. Ouais. Il donne vraiment pas confiance. Je suis, ouais. Tout le process de manière globale chez les Jags a été vraiment dégueulasse et ouais, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que là, sinon, ils repartent pour des années, vraiment. Ouais, ça va être compliqué. Et après, du coup, en offensive coordinator, la lutte a été compliquée parce que ils voulaient récupérer des gens des Bucks. Les Bucks ont dit non, mais t'auras personne chez nous. Il n'y aura aucune interview qui sera autorisée. Donc, ils ont récupéré Grant Udinski. Est-ce qu'il a une fiche Wikipédia? Oui, et il était du coup l'année dernière chez les Vikings. Tu vois, on parlait du Kevin O'Connell, on connaît personne derrière lui. Bon, il y avait Grant Udinski, qui est offensive coordinateur chez les Jags, qui était assistant offensive coordinateur l'année dernière et assistant coach QB. Donc, écoute, le travail, en tout cas, de ce qu'on peut dire offensivement du côté Vikings, a été très bien fait. Maintenant, lui, quelle était sa patte dans le coaching staff, en sachant, comme on a dit, qu'il y avait Kevin O'Connell. Ça, on le verra auprès des Jags. On verra si son influence est grande ou pas. Sinon, il y aura du whisky pour lui. Clairement. Et après, pour direction Campanile, l'hôtel. qui est une chaîne, qui est une chaîne d'hôtels très connue en France. Lui, il était coach des linebackers et coordinateur du jeu du run game chez les Packers, qui a plutôt bien fonctionné puisqu'ils ont fini 7e au nombre de yards défensifs contre le jeu de course. Donc, pas plus mal, mais c'est la même chose. Il était coach des linebackers chez les Dolphins, tu devrais connaître du coup pendant 3 ans. Mais pas plus Tout ce qui mal. passe par la défense chez les Dolphins, j'ai peu confiance. Sur les dernières années. Sauf Anthony Weaver. Sauf Anthony Weaver, qui arrive à faire des trucs, mais sinon, c'est assez compliqué. Mais voilà, il a été une seule fois coordinateur défensif et c'était au lycée ou en université, je connais même pas. Donc pareil, novice sur ce poste-là. Ça prend des novices, ça prend des rookies sur les 3 postes et ça me pose un tout petit peu problème. Même sur le même cadre parce que GM, il est novice aussi. Donc, j'aurais aimé quelqu'un d'expérience quand même, que ce soit offensif ou défensif. Même si Liam Cohen a fait des très bonnes choses avec les Bucks, ça, on ne peut pas lui retirer. D'avoir des coordinateurs qui sont également rookies, qui n'ont pas d'expérience sur ce poste-là, vraiment appeler des jeux, moi, ça me pose un léger problème. Mais à voir ce que ça va. Là où il a été defensive coordinator, c'était au lycée. C'est ça, c'est lycée. C'était au lycée. Il a aussi été offensive coordinator de ce truc-là, de ce lycée-là. Il a été ensuite à Rodgers, il a aussi tout fait derrière. Il était defensive assistant, tight end coach, wide receiver coach. Là, il fait du defensive back. Il a fait du defensive back à Boston College, ensuite linebackers. Et là, il décide, vas-y, defensive coordinator. On dirait un gars sur Madden où tu lui mets des petits attributs un peu partout parce que tu n'as pas envie de le spécialiser dans une seule chose. Mais bon, écoute, on verra. J'ai peu confiance quand même. Pareil, là, les Jaguars, j'ai peu confiance de manière globale, mais alors là, avec leur recrutement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Je pense que les joueurs peuvent se battre pour Cohen parce que ça a l'air d'être un gars où je pense que tu as envie de t'attacher à lui et si ça peut fonctionner. Par contre, les coordinateurs, j'y crois peu, quoi. Donc, Et de mémoire, ils n'ont pas non plus un salaire cap de fou. Je pense vraiment que leur premier pic de draft, donc ils ont le 5 à l'heure actuelle, celui-là, il va donner la tendance sur toute la saison. J'ai vraiment ce feeling-là de savoir qui vont prendre et en fonction du choix qu'ils vont faire, ça va donner toute la tendance sur 2025. Ils vont prendre Travis Hunter. Je sais pas. Moi, je pense que ça va prendre Travis Hunter. Il y a Mason Graham. Moi, personnellement, je l'aimerais bien aux Patriots, mais s'ils prennent Mason Graham, ça ferait sens par rapport au fait qu'ils prennent un coordinateur défensif spécialisé dans le jeu de course. Et Mason Graham est excellent. Le DT de Michigan est excellent dans cet aspect-là du jeu.
Donc ça ferait sens de le prendre. S'ils le prennent, je me dirais, tiens, ils vont peut-être dans la bonne direction. S'ils prennent un autre joueur, waouh. Ouais. Non, mais je te dis, moi, ça me surprendrait pas qu'ils prennent un joueur offensif. J'irais Liam pas Cohen, jusqu'à hein. dire j'irais pas jusqu'à dire qu'ils prendraient Ashton Genty, mais ça me surprendrait pas tant que ça non plus, quoi. Oh putain, enfin. C'est Jaguars, quoi. Allez, on va passer à l'AFC West, qui sera beaucoup plus rapide. Côté Chiefs, il n'y a rien qui change. Voilà, Matt Nagy, c'est pas le genre. Matt Nagy, c'est le Josh McDaniels des Chiefs. Tu veux pas le recruter en head coach, du coup, il est bloqué, entre guillemets, du côté des Chiefs. Et Spaniolo, il a pas envie de changer. Donc, en fait, il n'y a rien qui bouge. Côté Chargers, pareil, tout reste pareil. Jim Harbaugh reste là, ses 2 coordinateurs restent là. Ça a bien fonctionné cette année. Tu restes dans la continuité. Ouais. Je trouve ça Tant bien. mieux pour eux. Côté Broncos, pareil. Voilà, il n'y a rien qui change. Alors, il n'y a rien qui change sur le head coach et le coordinateur. Par contre, ils ont perdu beaucoup d'assistants. Je voyais vraiment des infos passer d'assistants qui passaient sur des postes un petit peu plus élevés ou des fonctions un peu plus élevées dans d'autres équipes. Il faudra faire très attention aux Broncos cette année. J'ai l'impression qu'ils ne feront pas la même saison que l'année dernière, eu au fait justement de tous ces départs. Oui, dans le coaching staff, vraiment, le front, celui qu'on voit sur le bord terrain, sur le bord de touche, ça n'a pas bougé, tant mieux pour eux. Mais vraiment, sur tous les postes d'assistants, et quand je vois tous les départs qu'il y a eu, ça me pose un léger problème, à voir ce que ça va donner sur la saison qui arrive. Ouais. Après, ils ont toujours gardé leur quarterback coach, c'est déjà ça, qui reste là. Mais ouais, attention à ce que ça bouge. Ils n'ont plus de coach de tight end. Donc, ouais, non. Il y a certaines choses, pas ouf. Mais bon, au moins, t'as quelque chose d'assez bien sur les leaders. Ouais. Côté Raiders, par contre, ça a changé. Le GM, qui était, j'ai plus son nom, mais bon, bref, qui était John l'ancien GM Spilbeck. Ah oui. qui était l'ancien GM des Chargers, Telesco, a été viré. Voilà. Très bien, en même temps, j'avais pas trop compris pourquoi il avait été recruté. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il avait été recruté, c'était les Riders leur en avaient mis 70 dans la gueule, il me semble, et il l'avait recruté le lendemain, enfin limite le lendemain, ce qui est très bizarre. Du coup, il est plus là. Ils ont récupéré John Spitek, qui est le dernier GM dont on va parler, qui était avant chez les Bucks, assistant de GM des Bucks. Eux aussi, hein, ils ont perdu les Buccaneers, ils ont perdu beaucoup avec Liam Cohen, avec côté general manager. Il faudra faire attention à l'intersaison. Mais voilà, il y était depuis 2 ans, enfin 23 et 24. Ça sera son premier poste de general manager. Il a été aussi dans le scouting. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas s'attendre quelque chose d'un petit peu plus, un peu nouveau du côté des Riders, pourquoi pas. Ouais. On verra. Et ensuite, le renouveau s'arrête là, hein, parce qu'après, Ouais. derrière, on passe dans la division la plus vieille de la ligue, entre Andy Reid, Jim Harbaugh, Sean Payton et maintenant Pete Carroll au niveau des Raiders. Déjà que l'équipe me faisait pas rêver, mais alors là, tu rajoutes Pete Carroll, c'est donc ancien head coach des Seahawks, et qui faisait plus grand chose depuis, qui était dans les Depuis emplois l'année dernière. fictifs depuis l'année dernière. Même leur offensive coordinator, c'est un vieux. Ouais, c'est Chip Chip Kelly, 61 ans. Donc pour tous les soixantenaires, vous êtes vieux. Sauf en NFL. Non, je parle vraiment juste en NFL pour le coup, où voilà, tu te dis que tu as envie d'apporter peut-être des idées neuves. Après, il a fait du collège, de l'université, il a été head coach 2 fois aux Eagles, aux Niners, ensuite il est retourné en université, mais tu sens que tu es plus sur une trajectoire descendante qu'une trajectoire qui monte, parce que tu as été head coach aux Eagles, aux Niners, ensuite tu as été head coach à UCLA, ensuite offensive coordinator à Ohio State. Là, tu te dis offensive coordinator des Riders, qui est quasiment une équipe d'université. En termes de niveau. En termes de niveau, ouais. Donc, non, ça me fait pas rêver, en tout cas, côté Raiders. Et en plus, il y a un manque sévère de talent dans cette équipe, notamment au niveau de l'attaque, où ça fait peur. Je serais moins négatif que toi. Pete Carroll, j'ai un petit peu de mal, et en même temps, c'est un vrai meneur d'hommes. On l'a vu avec les Seahawks, il a su aussi
renouveler un petit peu. Alors, ça a été moins le cas sur les dernières saisons, ce qui a probablement coûté un petit peu sa tête, mais entre passer de la Legion of Boom, où vraiment ça avait été ultra impressionnant, à une défense qui arrivait plus ou moins à la fin de son ère, sur les années 2020, à être performante en ayant eu plus des 3/4 des joueurs qui étaient partis. Ça montre que le mec, il arrive quand même à renouveler un petit peu son effectif. Maintenant, ce qui me pose problème, oui, effectivement, il a 73 ans, c'est pas pour faire du jeunisme, mais quelle est ta vision avec un mec de 73 ans? Ça, j'ai un petit peu plus de mal. Je pense par contre que ça va pouvoir attirer des joueurs en free agency. Ça va permettre aussi d'en garder dans l'effectif, parce qu'on a vu que Mac Crosby, plus ou moins, avait peut-être des envies d'ailleurs, et je pense que d'avoir un head coach vraiment ultra établi, ça c'est peu de le dire, ça va peut-être aider aussi à garder les joueurs stars. Et le fait de venir, moi, avec Chip Kelly, j'aime bien. J'aime bien parce que alors, il a vraiment fait de la merde quand il est arrivé aux Eagles. Parce qu'il avait jarté de mémoire, c'est lui qui avait jarté DeMarco Murray qui sortait d'une saison, ça avait été l'un des meilleurs running backs l'année d'avant. Donc, on n'avait pas trop compris. Voilà, il avait fait des sales années avec les Eagles. Ils ont mis du temps à s'en remettre. En université, je trouve qu'il a fait des bonnes choses, notamment avec Ohio State, qui sont champions, du coup, universitaire cette saison, qui a su aussi s'adapter pendant les playoffs, parce que ça n'a pas toujours été facile en saison régulière et en playoffs, et on a vu des changements de schéma à la mi-temps, voire pendant le deuxième ou le quatrième quart-temps. Donc ça, c'est tout à son honneur. Donc je me dis que d'avoir 2 gars d'expérience, et notamment offensif avec Chip Kelly, ça peut être que positif pour les Raiders cette année. Ils ont gardé, en plus de ce que j'ai vu, Patrick Graham, qui avait plus ou moins fait du bon travail, alors moins l'année dernière, mais il y a 2 ans, il a fait du bon travail avec les Raiders. Donc, ouais, je te dis, juste sur l'aspect âge, j'ai un peu plus de mal pour Carroll. Maintenant, Carroll, on sait qu'il est encore très copain avec Wilson. Est-ce que ça va signer Wilson sur un petit contrat de 2 ans pour former un prochain QB, ou attendre la prochaine draft? À voir. Je sais pas, mais je serais pas surpris effectivement que Russell Wilson signe au début de la free agency un contrat où il se serait décidé vraiment en 10 En 10 secondes. Voilà. Breaking. Mais j'ai déjà pris ma maison. Il a déjà acheté là. Il a déjà acheté. Il a regardé là. Il s'est inscrit au Top Golf de Las Vegas. C'est tombé là. Il y a tout qui est prêt quoi. Enfin voilà du coup pour l'AFC. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs en AFC déjà et puis après en NFC aussi. Mais voilà, quel est le move qui vous a le plus surpris? Quel est le move qui vous enthousiasme le plus ou le moins? Et dites-nous pourquoi c'est Liam Cohen aux Jaguars. Et Doug, on te laisse pas la main mise dessus. Ouais, clairement pas. Allez, on va passer à la NFC du coup, NFC Est, où il n'y a pas eu de changement du côté des Commanders, où ça reste avec Dan Quinn, ça reste avec Cliff Kingsbury et Joe Witt. Et ça, si on avait parié ça en début de saison 2024, je suis pas pas sûr sûr, qu'on aurait dit ouais. Je suis pas sûr qu'on aurait dit ceci, les 3 ils vont être bien, et en plus ils seront en playoff. Parce qu'en plus je pense qu'on se serait dit que si jamais ça fonctionnait, il y en aurait un qui se serait barré. Possible. Oui. Donc là en fait, Cliff vraiment Kingsbury personne. notamment. Ouais. Kingsbury, c'est pareil, c'est dans la case McDaniel, c'est dans la case Matt Nagy. Voilà, ce sera compliqué à ressortir. Je pense que Arthur Smith est aussi un peu dans cette case-là maintenant. Ouais. Et t'en as quand même quelques-uns qui ont eu une opportunité et qui l'auront plus. Je pense aussi à Daboll, je pense une fois que ce sera fini, je pense qu'il en aura plus. Je pense pas qu'il en aura une autre. Ah ouais, peut-être pas pas pendant un moment. Oui, pas un coach. Ouais. Ah oui, pas en head coach, je parle. Oui. Ouais, il serait, tu vois, t'es bloqué un peu en offensive coordinator. Quand on voit que Chip Kelly arrive à avoir un poste d'offensive coordinator à 60 ans, on ne sait jamais. Mais voilà, donc je pense que c'est pas mal de rester comme ça. Restons dans la continuité, comme tu as dit. La perdre un Kingsbury, ça aurait été dramatique, parce que c'est exactement le modèle dont tu parlais pour les Patriots. Un head coach défensif et un offensive coordinator aurait pu être prisé. Offensive coordinator prisé, c'est ce qui s'est passé côté Eagles, puisqu'ils ont gardé Vic Fangio, ils ont gardé Nick Sirianni, ils ont gagné le Super Bowl, mais ils ont perdu Kellen Moore, qui est parti aux Saints, dont on parlera plus tard, et qui a été remplacé par Kevin Patullo. Ouais. Promotion interne, parce qu'il était chez les Eagles, il est chez les Eagles depuis 2021, coordinateur du jeu de passe, et puis il était proche du head coach sur les 2 dernières saisons. Donc, ça fait sens, et en même temps, on a vu que quand les Eagles l'ont fait avec Steichen et Jonathan Gannon, ouais,
Bah, ça n'a pas fonctionné la saison d'après. Le groupe a implosé, donc c'était l'année dernière. Ils sont repartis sur 2 coordinateurs extérieurs avec justement Kellen Moore et Vic Fangio, et on a vu que ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc attention, peut-être que de changer 1 sur 2, ça permettra un meilleur rendement. Mais petit point d'interrogation parce que voilà, il n'a jamais été coordinateur offensif et on a vu ce que ça a donné il y a 2 ans. Donc là-dessus, moi, j'aurais mon petit point d'interrogation. Sirianni reste et Fangio côté défensif reste. Donc bon, il y a au moins cette ossature-là. Ouais. Non, moi je trouve que c'est bien, hein. Franchement, côté Eagles, ils s'en sont sortis le mieux possible. Encore Ouais, une parce fois, qu'ils heureusement étaient qu'ils les ont derniers. Fangio. Mm. Ouais, heureusement qu'ils ont Fangio, qui est pas comment dire, un DC qui était voulu. De toute façon, il bougera plus. Fangio, enfin, il arrive lui aussi à un âge, et vraiment, c'est pas pour faire du jeunisme ou quoi que ce soit, mais il arrive à un âge où il bougera plus et sa famille est à Philly. Ça avait Ouais, été voilà, aussi c'est une des ça, ouais. raisons, parce que l'année dernière, il était aux Dolphins, il avait pas envie d'être aux Dolphins, et Les ça Dolphins s'était n'avaient pas vu. envie qu'il soit là. Ouais, Ouais. il y avait Et beaucoup de sur choses. les plans de jeu qu'il proposait, ça s'était vu, tu étais le premier à en parler. Là, lui avait envie d'être à Philadelphie, il a toujours envie d'y être, il y a sa famille, il y a, voilà, donc à mon avis, lui, il bougera plus avant de nombreuses années, voire peut-être retraite. Ouais, 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 c'est d'accord. Côté Cowboys, là, c'est le C'est divertissement. l'Amérique. C'est c'est le divertissement. Donc, cette fois-ci, donc c'est Mike McCarthy qui a été pas prolongé. Je crois pas Ouais. qu'il ait été viré. Il Non, a non, il été pas n'était pas prolongé. prolongé. Et au final, c'est Brian Schottenheimer qui était leur offensive coordinator qui est monté en tant que head coach. C'est ça. Qui a été coordinateur offensif des Seahawks pendant 2 ans, 2018 à 2020, mais jamais head coach. Après, il a été offensive coordinateur dans d'autres équipes et de nombreuses années, mais jamais head coach. Et je pense que ça s'est vu parce qu'il a eu du mal à recruter son offensive coordinateur. Et ça, c'est quand même assez représentatif d'un mec qui, dans la ligue, bah, potentiellement, tu n'as pas forcément envie de bosser avec lui ou tu as un peu des incertitudes. Alors, Jerry Jones, lui, a l'air convaincu de son choix. Je trouve que ça ressemble un peu à un choix par défaut parce que Jerry Jones a une manière de signer des contrats qui est un petit peu bizarre au niveau de ses head coachs, puisque McCarthy a été head coach jusqu'au 12 janvier. Donc, à savoir que si les Cowboys étaient par exemple allés jusqu'au Super Bowl, McCarthy n'était plus sous contrat. Enfin, on marche vraiment sur la tête sur ce truc-là. Et bah, du coup, comme on ne savait pas s'il allait re-signer ou pas, ils ont pris aussi du retard sur les interviews des futurs head coach. Donc, voilà, c'est Jerry Jones. Donc, un petit peu, ouais, je reste très interrogatif sur le recrutement de Schottenheimer, ou en tout cas la montée en compétence de Schottenheimer, parce que manque d'expérience sur ce poste-là, et quand tu dois coacher les Cowboys, c'est pas n'importe quelle équipe. Ça aussi, il faut le mettre en avant, et avoir un gars de l'expérience, avoir un gars qui a de la bouteille comme l'avait McCarthy. Je n'étais pas ultra chaud, moi, de son recrutement, mais en même temps, il a quand même fait des plutôt bonnes choses sur certaines saisons. Et en tout cas, il avait réussi à bien s'entourer, notamment de Kellen Moore pendant quelques années. Et là, on a Schottenheimer sur le head coaching, et on a Clayton Adams qui était coach de la ligne offensive des Cardinals cette saison. Voilà, je vois ta tête. Je suis extrêmement perplexe, pour pas dire plus. Donc, Moi, il y a un truc aussi qui me dérange un peu dans tous ces recrutements, c'est que en plus de ça, tu récupères Ken Dorsey en passing game specialist, donc en gros coordinateur du passing game ouais, qui a été viré du côté des Bills, qui a été viré du côté des Browns. Donc en gros, vraiment, c'est quand ça fonctionne pas quelque chose, tu le vires, ou alors quand ça fonctionne pas, c'est qu'il était là. Ils les ont le quarterback coach, il était déjà là l'année dernière, mais avant c'était un mec de Boston College. Il était aussi avec Schottenheimer quand il était aux Seahawks. Donc vraiment, tu reprends quelque chose où tu te renouvelles pas tant que ça. ouais. Un offensive coordinator, moi qui est un offensive line coach, ça me fait pas rêver. On va dire quand tu payes ton QB 60 millions par an Hmm. et que tu n'as personne réellement qui fait rêver, je trouve ça bizarre. Mais bon, après peut-être que ouais. Franchement, je sais pas. Je suis hyper perplexe. Je suis comme toi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Ils ont récupéré aussi Matt Eberflus sur l'aspect défensif. Ils prennent tous les mauvais. Ken Dorsey en offensif, Eberflus en défensif. Et puis en Ouais, plus, la ouais, dernière saison où comment il s'appelle, où notre ami Schottenheimer était
avant les Cowboys, c'était au niveau des Jags, où il était passing game coordinator après les Seahawks. Et c'est la saison où les Jags, enfin la saison où ils finissent, en tout cas la saison où ils finissent premier, enfin voilà, premier pick. Donc c'est pas quelque chose de fou non plus, quoi. C'est ouais, vraiment cata, je trouve, franchement. Et même sur l'embauche des assistants, je viens de voir là, un petit peu sur leur site. Le coach des receveurs, je le connais bien, c'est un ancien des Patriots, il était nul. Et le coach des QB, c'est pareil, il était assistant offensif l'année dernière. Mm. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué sur vraiment la photographie complète du coaching staff. C'est waouh, c'est Je violent. voulais en profiter, rajouter juste quand je parlais de quand les Jaguars font premier pick de la draft, il faut toujours préciser l'année parce qu'ils ont fait 2 années de suite. Et quand il est là, c'est la saison rookie de Trevor Lawrence qui est catastrophique. Et c'est après qu'il récupère Travon Walker notamment. Mais donc du coup au niveau de l'attaque, c'était laid, quoi. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Et... Ouais. Voilà. Très perplexe côté Cowboys. Encore une fois, c'est toujours une franchise qui fait parler. Mais alors là, ouais. Ils ont essayé de faire du changement, mais sans faire du changement. Et de l'autre côté, on va pouvoir parler de l'équipe d'après qui est les Giants, où ils n'ont pas fait de changement et ils auraient sûrement dû en faire. Ils ont gardé Joe Schoen en GM, alors que tu avais quand même l'impression qu'il y avait un abattage médiatique pour qu'il y ait une pression populaire pour le virer. Quand on a pu voir notamment les choix de ne pas re-signer Saquon Barkley qui sont passés en boucle sur les réseaux sociaux et son fils qui lui disait mais trade up et va chercher Jaden Daniels, ça aurait pas été possible, mais tu te dis que son fils fera un meilleur job. Donc le jour où il y aura, je sais pas comment ils s'appellent les gosses aujourd'hui, mais Andrew Schoen en GM, ce sera mieux que Joe Schoen. Mais en tout cas, voilà, ils continuent d'avancer ensemble, main dans la main avec Brian Daboll, ce qui me surprend encore plus. Mais ils doivent se dire, Brian Daboll, c'est bon pour les premières saisons de QB, donc on va le garder pour la saison prochaine. Mike Kafka, Shane Bowen, ça garde tout. Mais ouais. Ouais, ça va partir sur... Ah, franchement, ils ont combien de pick 3 derrière les Browns. Ouais, donc ils vont prendre un QB. Ils vont prendre Ward ou Sanders. Ça, ils vont pouvoir prendre Sanders, virer Brian Daboll au bout de 4 semaines et prendre Dion. On pourrait payer pour voir ça. Je pense. Ouais. C'est pareil, c'est extrêmement surprenant qu'il n'y ait eu aucun move. Pour le coup, on n'est pas là à dire faut virer tout le monde. Tu vois, l'exemple de Luana Rumo, on se disait non, mais ça a peut-être été bien de virer plus tôt Zach Taylor. Parce qu'il y a des raisons, et là c'est la même chose pour les Giants. Enfin, on est tous extrêmement étonnés du surplace des Giants, vraiment quoi. Enfin, on en a parlé toute la saison du il est encore là cette semaine, il est encore là cette semaine. Il est encore là pour une année complète. Non, je pense pas. C'est pas le style de virer en cours de saison non plus, tu vois. Donc, le mec il a quand même enchaîné. Alors, il n'y a pas que lui, il y a les joueurs sur le terrain, mais il a enchaîné 9 ou 10 défaites d'affilée. On se dit 2025, c'est le choix de l'avenir, quoi. Je suis extrêmement perplexe et en fait, tu es dans une div où les Commanders et les Eagles, ils ont une autoroute pour les 3-4 prochaines années vu ce qui se trame du côté des Boys et des Giants, quoi. C'est violent. Ouais, clairement. Ça va être le spectacle, la NFC Est encore. Encore, ouais. Le cirque Pinder encore. Ouais, ça va être beau. Côté, on va pouvoir passer côté NFC Nord du coup. Où on va commencer par les Lions qui ont gardé Dan Campbell parce que vous n'allez pas se faire débaucher. Par contre, Ben Johnson est parti du côté des Bears et Aaron Glenn est parti du côté des Jets, on en a déjà parlé. Et ils ont remplacé par John Morton qui a beaucoup plu à Professeur Guilty qui sur le Discord qui disait que c'était un personnage dans Mario Kart. Et ensuite par Calvin Shepard en defensive coordinator. Tu veux commencer par qui ? Plutôt par Calvin Shepard, parce que c'est de la promotion interne. Il était coach de Len Baker sur les 3 dernières années, et puis outside Len Baker, même l'année d'avant. Donc, il va avoir cette appétence vraiment sur le plus ou moins deuxième rideau, si on peut l'appeler ainsi, qui, si les joueurs sont en forme, est plutôt une force, voire même une vraie force pour les Lions. Donc, à voir ce que ça va donner.
jamais évident de faire monter quelqu'un, évidemment, hein. On a vu dans d'autres équipes où ça n'avait pas du tout fonctionné. Mais intelligent, parce qu'ils prennent quelqu'un d'extérieur pour l'offense. Et ça, je trouve ça bien pensé de la part de Dan Campbell et de Brad Holmes, le general manager. Oui, je suis d'accord. Les Lions, c'est vraiment une équipe où tu savais qu'ils allaient être dans la merde, parce que ça faisait longtemps que ça tirait sur la corde et que ça allait devoir partir à un moment. Je suis surpris que on pourra en parler quand on parlera des Bears, mais je suis surpris que Johnson soit parti aux Bears, justement. Le projet est cool, hein, par contre, hein, mais ouais, surprenant qu'il parte dans la division. Il l'a expliqué, mais on y reviendra après avec lui. Ouais. Et, Oui, bien sûr. Et côté Et- offensif, John Morton, bien, tu vois, je te parlais justement tout à l'heure des Broncos qui ont perdu des assistants, mais lui était coordinateur du jeu de passe sur les 2 dernières années. Donc plutôt intéressant. Il avait fait aussi une pige chez les Lions, donc c'est bien parce qu'il est allé voir ailleurs. Il a un peu bourlingué. Il a été coordinateur offensif chez les Jets en 2017. Il a été coach des receveurs chez les Saints en 2015-2016. Donc il est un petit peu touché à tout dans différentes divisions, différentes conférences. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de prendre quelqu'un d'extérieur pour remplacer Ben Johnson. On a vu ce qu'il a proposé le mec, donc c'est difficile de prendre la suite. Donc il arrivera, lui, avec son expérience déjà de coach offensif et de coach d'assistant coach. Et on va voir ce qu'il va proposer. Mais comme j'ai dit, voilà, dans la structure du coaching staff, je trouve ça extrêmement intelligent de la part de Dan Campbell de fonctionner ainsi. Belle analyse. Après, c'est toujours la même chose, on va voir ce qu'ils vont donner. La réalité, là, sur le papier, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, on verra la réalité sur le terrain, mais dans le fonctionnement, je trouve que c'est bien. On savait que ça allait être une intersaison très délicate pour les Lions, parce qu'on se doutait que les deux allaient partir. On s'en doutait déjà l'année dernière et les deux étaient restés. Voilà, là, on a la réalité maintenant. On va voir ce que ça va donner en 2025. Mais en tout cas, dans le schéma proposé, je trouve ça très pertinent de leur côté. Et voilà, ils ont limité la casse, je trouve. Ouais, assez d'accord. Assez d'accord. Côté Vikings, rien n'a changé. À part, on a pu en parler tout à l'heure, Grant Willinsky qui est parti. Grosse perte. Mais ouais, le reste, ça reste là. Ils ont gardé Brian Flores. Ouais, totalement. Il a passé lui aussi les entretiens. Alors, c'est toujours la même chose. Il y a la Rodney Rule qui existe, c'est-à-dire que les équipes doivent faire passer des entretiens au moins à 2 personnes représentant une minorité. Donc, on sait malheureusement que Brian Flores aura tous les ans des interviews, mais est-ce qu'ils seront réels ou pas, ou juste pour contenter la Rodney Rule, c'est toujours l'interrogation. Ce sera toujours le côté extrêmement gênant, je trouve. Mais voilà, il reste pour une année supplémentaire. Tant mieux pour les Vikings. Est-ce que dans la Rodney Rule, les femmes sont considérées dedans ou pas? Je suis pas sûr. Pour moi, c'est pas dans le sens où une femme est une minorité, mais non, oui, mais minorité représenter, ethnique. ouais. Ouais, pour moi, minorité ethnique. Oui. Ok. Non, mais parce que tu te dis, parce qu'il n'y a aucune interview, c'est pas un sport où j'ai l'impression où tu peux réellement coacher en tant que femme, mais je me demandais, tu vois, est-ce qu'il y a des opportunités via ça de au moins Ouais. avoir plus d'entretiens ou pas. Bon, à voir. Ils rajouteront ça, je pense, un jour. Une femme noire, ça compte 4. Allez, c'est bon. C'est désastreux comme raisonnement, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, effectivement. Bon, voilà, donc ils ont tout gardé. Brian Flores, je pense qu'il aurait pu partir. Ça m'aurait pas surpris qu'il signe aux Giants, par exemple. Pour moi, ça aurait été l'endroit où je l'aurais très bien vu. Je suis pas sûr qu'il aurait accepté parce que ça avait été justement une des destinations prévues ou attendues pour Brian Flores au moment de Dabble, et il y avait eu justement une petite boulette de C'est Bill vrai, Belichick, où il avait envoyé un texto à Brian Flores en disant ah c'est cool, bravo pour le poste. Et en fait c'était vrai que c'était Brian Dabble, et il a dit ah merde putain je suis désolé. Donc ouais, j'ai un doute que si les Giants toquent à sa porte, ils disent oh bah oui volontiers. Allons-y, remplaçons Brian par Brian. Mais... Comme ça, il y a juste la dynamo, on change juste le nom de famille. Trop pratique, franchement pratique. Côté Packers, pas de changement sur les postes majeurs. On a pu parler de Ibis Hotel qui est parti du côté des Jaguars. Mais ouais, à part ça, le reste tout pareil. Matt Lafleur reste là et les coordinateurs aussi.
Côté Bears, 2 choses. Déjà, je crois que leur propriétaire est mort, si mes souvenirs sont bons. C'est possible, oui. Je crois qu'une des propriétaires, qui avait 100 ans et qui est là depuis, limite le début de l'histoire de la NFL, est décédée et voilà. Bon, ils ont gardé par contre après ça reste dans la famille, mais voilà, niveau propriétaire, il y a ça qui change. Le GM reste le même et alors par contre derrière, bah, voilà, Ben Johnson arrive, Mmh. sans les pleins pouvoirs, qui visiblement apparemment il aurait pu vouloir demander à certains endroits. Et ouais, il arrive avec, Declan Doyle et Dennis Allen. Declan Doyle, je ne sais pas qui c'est, mais Dennis Allen par contre je sais qui c'est donc éclaire notre lanterne sur ces 2 individus. Declan Doyle, ça fait très nom de joueur de Tottenham. Ah totalement, merci. Alors là, ouais, totalement d'accord. Là, on est en plein dedans. Dennis Bah, Allen par contre, c'est joueur de Tottenham dans les années 75. Dans les années 70, pardon. C'est Denis Allen, on va faire intervenir Anto, il pourra en parler des heures et des heures. Ouais. Mais je parlais tout à l'heure des Broncos. Eh bien, Declan Doyle, il était coach des Titans l'année dernière. Donc, Ah bah, c'est c'est là lui où. qui a il y a plus le c'est pour ça que le poste n'existe plus côté Broncos. C'est pour ça que j'en parlais, c'est que voilà, pour parler des Broncos, il y a vraiment le front de coaching staff qui n'a pas bougé. Par contre, sur tous les autres postes d'assistants, ça a vraiment, vraiment bougé. Donc attention Broncos. Pour les Bears, ouais, bah, notre ami Declan, il n'a pas beaucoup d'expérience quand même, hein. Il a été assistant offensif chez les Saints pendant 3 ans et coach des Titans sur les 2 dernières saisons chez les Broncos. Donc première fois aussi pour lui où il va appeler les jeux, à voir si c'est Ben Johnson qui va garder la main. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Je crois que c'est lui. Hein, Ouais, je pense, ouais. ouais. Donc Doyle va aider sur les schémas et les plans de jeu, mais les appels, ce sera bien Ben Johnson. Et puis Dennis Allen. Écoute, tous ceux qui ont suivi les Saints étaient mécontents de Dennis Allen en tant que head coach, mais trouvent que c'est un super défensif coordinateur, en tout cas avec beaucoup d'expérience et qui fonctionne bien. Donc, c'est pareil, Ben Johnson, il s'entoure d'un novice sur le poste d'offensive coordinateur, très bien, et d'un mec avec beaucoup d'expérience et un certain palmarès sur le poste de défensif coordinateur, là où il y a également du matos du côté des Bears. Donc, c'est pas déconnant dans la manière de structurer son coaching staff. Je trouve ça très intelligent de la part de Ben Johnson. Maintenant, ça sera la réalité du terrain pour lui aussi. Dennis Allen, top recrue, hein. C'était, je pense un des meilleurs defensive coordinators que tu pouvais avoir. Ouais. C'est rare, je trouve, qu'un mec devienne, de head coach à defensive coordinator direct. Ouais. Bah, tant mieux parce que je pense que c'est là où il est le meilleur. Donc moi le coaching staff des Bears me plaît. J'ai hâte de voir, ce qu'ils font, sur la ligne offensive notamment. Va falloir remplacer Keenan Allen qui visiblement a envie de partir, il a froid à Chicago, il a envie de retourner à Los Angeles. Étonnant. Étonnant. Et ouais, non, je pense que ça va être une équipe intéressante. Ils ont un bon tight end, donc si tu as un ancien tight end coach qui arrive, à voir ce qu'ils arrivent à faire avec Cole Kmet. Ouais. Mais je pense qu'il y avait quand même une bonne relation entre Caleb Williams et Cole Kmet, notamment sur la fin de saison. Mm. Donc peut-être qu'ils ont envie de continuer ça. Je pense que ouais, il faut une offensive line par contre qui est bien meilleure. On a vu que ça a été le gros souci la saison dernière. Donc voilà. Ouais, et Ça va puis le faire. par ses schémas de jeu, Ben Johnson, il a aussi montré que il savait faire lâcher le ballon assez rapidement à son QB avec Jared Goff. Alors, on n'est pas du tout sur le même profil de QB, hein. Par contre, Caleb Williams, c'est un peu plus compliqué dans la précision, dans le fait de tenir le ballon un petit peu trop longtemps, là où excellait vraiment Jared Goff. Donc, ça sera aussi pour Ben Johnson un petit examen pour lui, de voir s'il arrive aussi à faire performer un QB sophomore. Mais oui, il a, je pense, dans ses papiers, dans ses playbooks, des jeux pour faciliter la lecture de Caleb Williams, pour le faire lancer un petit peu plus vite. Donc, même pour lui, je pense que c'est une aubaine d'avoir ce type de coach qui arrive. Il faudra faire des motions un peu partout pour lui Ouais. faire apprendre à lire les attaques, enfin les défenses, pour qu'il puisse, en fait, pendant les 3 secondes où normalement il essaye d'analyser, qu'il les analyse quand il a un joueur qui bouge. Quand il y a la motion. Bah ouais, ouais. Et tu parlais de Ben Johnson dans la conférence, dans la division, pardon. Il a justifié ça en disant que justement, il trouve que cette division est une des plus relevées en NFL et que c'est intéressant pour lui d'aller chez les Bears par rapport à cette rivalité-là et à ce niveau-là. C'est comme ça qu'il l'a justifié. Ouais.
Ouais, j'ai eu du mal aussi au début, mais bon, écoute, on verra. Dis juste que c'est le truc où on te donne le plus de pouvoir, où tu as un QB qui t'intéresse le plus. Enfin, tu as tellement de raisons de dire Oui. que Chicago, c'est le mieux. En plus, t'es Parce que pas loin de Goff, il est Détroit. gaze. Moi, je voulais Caleb Williams. Non, mais attends, il y a plein de raisons. Si tu habites à Détroit, tu passes de Détroit à Chicago. Bon, là, niveau. Enfin, si tu vis pas dans le enfin, si tu vis dans le coin, mais pas réellement dans la ville, pour 4 mois, c'est pas très loin. Oui. Tu t'en sors. Pour moi, genre, c'est très bien comme choix, mais justifie-le normalement. Enfin bref, voilà pour la NFC Nord. Ensuite, au niveau de la NFC Sud, il s'est passé quand même pas mal de choses. Il n'y a pas eu des changements dans comment dire, toutes les équipes, mais il y en a eu quand même. Du côté des Falcons, ils ont plus leur defensive coordinateur qu'ils ont viré, Oui. je pense. Ouais. Et Ouais. ils ont récupéré Jeff Ulbrich, qui était l'ancien defensive coordinator des Jets et également interim head coach des Jets. Pourquoi pas? Très Falcons. Pourquoi pas? Déjà, de garder Zach Robinson, j'ai pas été extrêmement convaincu par sa saison, lui qui était venu dans les valises de Ryan Morris des Rams. Offensivement, il y a eu des moments où Ça, ça a été compliqué quand même. Ça allait un peu plus la fin avec Penix. Donc je pense que c'est peut-être là-dedans où ils Ouais, veulent essayer de peut-être. garder et de tiens, tu as appris un système sur cette année-là, est-ce que tu as envie de continuons sur l'année en plus? Je pense que c'est plus dans ce sens-là de continuité qu'ils ont envie de le garder plus que de résultats. Mais c'est vrai que voilà, défensivement, ça a été extrêmement compliqué. Une des pires équipes sur le pass rush et en nombre de sacs. Est-ce que Jeff Ulbrich a la réponse à tout ça? Je sais pas, parce que quand on l'a dit, hein, quand Robert Saleh a été évincé des Jets, bah, défensivement, ça a été plus compliqué et Jeff Ulbrich avait repris ce poste-là d'intérim head coach. Mais en même temps, il était coordinateur défensif quand Saleh était head coach. Donc, il tente le coup, à voir ce que ça va donner. Je demande à voir. Je suis pas convaincu et en même temps, je suis pas extrêmement pessimiste comme pour d'autres défensifs coordinateurs dont potentiellement on va parler juste après. Ouais. Non, moi j'ai un peu de mal. Les Falcons, j'ai un peu de mal, mais au moins au niveau de l'attaque, je comprends le move. Jeff Ulbrich, je comprends pas. Je comprends pas trop, j'ai un peu du mal. Bucks, ils ont perdu Liam Cohen, on a pu en parler, qui est parti du côté des Jaguars en offensive coordinator. Le reste est resté pareil. Ils ont récupéré Josh Grizzard. Qui était coordinateur du jeu de passe l'année dernière chez les Bucks et qui était avant chez les Dolphins. Pareil, toujours Ouais. en offense. Donc, Et lui, qui aurait été un choix parfait pour être offensive coordinator de Liam Cohen. Lui, je pense qu'ils auraient ouais. voulu le prendre. Hein. Mais ils ont un, dit je, un, jeune, laisse-nous tranquille. un jeune coordinateur, hein, il a 34 ans. Mais écoute, ils font comme l'année dernière. Ils font monter un gars du coaching staff qui était déjà là l'année dernière, enfin, cette année, du coup 2024. Je pense que là, il commence à épuiser un petit peu le filon, à voir ce que ça va donner. C'est toujours un petit peu risqué, là, 2 ou 3 ans consécutivement. Peut-être que là, le filon il est un peu épuisé pour les Bucks, on verra. Ouais, je pense que ça se tente, mais oui, effectivement, il y a jusqu'à quand tu le tentes, Mm. à voir. À voir. Mais bon, tu restes dans la continuité, pas si mal. Mm. Pas trop de choix de toute Panthers. façon, parce qu'on l'a dit, Liam Cohen, il a sifflé une énorme quenelle Ah, c'était pas beau. Hein. ah non, et puis c'est pareil, il y avait des cordeaux qui avaient déjà été signés, donc ils ont été un peu pris au dépourvu, donc ils sont allés au plus simple et au plus facile. On verra pendant la saison, on verra l'intersaison prochaine si déjà ça clique. Si ça clique pas, du coup, de partir sur un autre candidat. Mais ils n'ont pas eu trop le choix, je trouve, donc on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre. Ouais. Les Panthers, rien n'a changé. Ouais, quand on a vu la fin de la saison, je trouve pas ça déconnant. Personnellement, j'aurais été en fait étonné qu'ils changent finalement par rapport à la fin de la saison dernière, que offensivement ça a matché mieux. On sait que défensivement, ils ont Défensivement, moi, c'est surtout ça. Moi. ouais, mais ils ont une cascade de blessures et Giro Evero avait sorti quelques belles années avant. Donc je lui laisse le bénéfice du doute encore pour cette saison. À voir, mais vraiment vraiment le nombre de blessures qu'il y a eu l'année dernière n'a probablement pas aidé toutes les squads et le défensif coordinateur. Donc je suis pas mécontent qu'il le garde. Il retente encore une saison et on verra l'année prochaine. Ouais. Et ensuite, l'équipe qui nous a fait attendre le plus pour enfin pouvoir enregistrer cet épisode, les Saints,
qui ont essayé de tout changer sauf le coach, sauf le GM, pardon. Et ils ont embauché Kellen Moore, Doug Nussmeier, pardon, et Brandon Staley. Alors là, ils ont essayé de te faire un All-Star. Ils ont essayé de te faire un All-Star au niveau du coaching. Mais donc Kellen Moore, qui est l'ancien offensive coordinator des Eagles. Et ensuite, est-ce que tu veux nous parler de Nussmeier et de mon meilleur ami Brandon Staley après? Alors Staley, ça peut pas être étonnant, et au final pas vraiment, parce que Moore, il a Non. été aussi offensive coordinator des Cowboys et des Chargers. Donc en fait, ils ont juste swipe leur fonction. Donc là, il carry complètement la carrière de Staley, qui a démontré par séquence des bonnes choses en tant qu'head coach, mais ça a été désastreux sur la fin. Mais ça n'empêche qu'il a été, et je vais parler au passé, un bon défensif coordinateur. Il me semble qu'il vient des Rams, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est un très bon defensive coordinator. Ouais, des Rams. Donc, voilà, je pense que Moore, déjà, connaît Staley et étable un petit peu sur le fait qu'il a été aussi un excellent défensif coordinateur quand il était à Los Angeles, pas chez les Chargers du coup, mais l'autre équipe. Et que, voilà, de toute façon, c'est un jeune head coach. Il n'a pas beaucoup de relations dans la ligue. Donc, voilà, je vois plutôt ça comme une signature un peu facile pour Moore. On va voir ce que ça a donné, parce qu'il a de l'expérience Staley, et ça, on ne peut pas lui enlever. Doug Nussmeier, de nom, je connaissais uniquement son fils et pas lui. Donc, énorme palmarès aussi, énorme pédigré dans le football américain. À voir ce que ça a donné. Et en fait, je vais mettre en association les deux. J'aime beaucoup la signature de Kellen Moore, pas en tant que play caller, parce que j'ai eu un petit peu de mal avec lui chez les Eagles, même l'année dernière et même au Super Bowl, je trouvais son play calling parfois un petit peu hasardeux. Mais par contre, on a vu à chaque fois que quand il a été coordinateur, les QB ont beaucoup, beaucoup progressé. Il a été aussi accompagné de Doug Nussmeier parce qu'il était assistant coordinateur et assistant QB, ou coach des QB, chez les Chargers et chez les Eagles. Et on a vu que Herbert et Hurts, ça a quand même vraiment monté de niveau. Donc je trouve que moi, pour les Saints, c'est excellent parce qu'ils vont probablement partir sur un QB rookie soit cette année, soit l'année prochaine. Et bizarrement, l'année prochaine, il y a un petit gars de LSU dont le nom va peut-être vous parler parce qu'il s'appelle Garrett Nussmeier, qui est le fils du coup de Doug. Et je vois ça gros comme une maison que ils vont pas faire une super année cette année et puis pic de draft relativement haut l'année prochaine et puis ils vont venir, ils vont prendre le fils à la Nouvelle-Orléans. Ça serait énorme, mais pour le coup, voilà, outre cet aspect-là, Kellen Moore sur l'aspect développement de QB, c'est un super coach. Donc à voir ce qu'il va donner en tant que head coach, parce que c'est il est quand même très très jeune. Mais c'était un nom un peu hot aussi, qui était attendu depuis déjà 2-3 ans sur ce poste-là. Donc c'est pas étonnant que les Saints se signent. Et on va voir ce que ça va donner, mais plutôt satisfait en tout cas, et aussi de la manière qu'il a de s'entourer. Comme on l'a dit un petit peu, comme il a pu faire d'autres head coach, comme Pete Carroll avec Chip Kelly. J'aime bien ça, comme Dan Campbell, je cherchais de qui on avait dit également. Je trouve qu'ils s'entourent bien, de gars d'expérience, donc tant mieux pour lui. Quand tu es rookie head coach, il n'y a rien de tel d'avoir du palmarès autour de toi, donc tant mieux. Ouais, puis comme ça, du coup, tu n'es pas loin de ton fils. Déjà, quoi qu'il arrive, c'est cool pour la saison. Pour le scouter, c'est facile. Le samedi, tu vas à Bâton Rouge, tu regardes les matchs et le dimanche, tu retournes à la Nouvelle-Orléans. Top. NFC Sud, du coup, c'est fait. On va passer à la dernière division, la NFC West, où il n'y a pas eu beaucoup de changements. Au niveau des Cardinals, rien n'a changé, à part malheureusement la perte désastreuse de Clayton Adams, leur coach de ligne offensive. Alors, j'ai pas de... faudrait demander plus à Doug au niveau des lignes offensives, ce qu'il en pense, mais voilà, ils n'ont pas perdu grand-chose d'autre. La NFC West, qui est en plus une division où globalement tout le monde a fini avec le même bilan, sensiblement. Donc bon, tu peux te dire, vas-y, il y a moyen de continuer sur la même chose. Donc les Cards, ça continue comme ça. Les Rams, ça continue pareil avec la même chose. Ils ont perdu quelques assistants aussi. On a pu en parler tout à l'heure. Hein. Donc, ouais. Donc ça perd des assistants. Bon, on va voir si ça continue de la même manière. Mais je pense surtout que là où ça va changer, c'est qu'il va y avoir des joueurs qui vont partir. On parle beaucoup de Stafford qui risque de s'en aller.
et sûrement de Cooper Kupp aussi. Donc, ouais. Offensivement, il y aura sûrement un gros dip l'année prochaine, et qui ne sera pas forcément lié au coaching, mais plus au talent que tu as autour de toi. Mm. Côté Niners, là, ils ont changé les 2 coordinateurs. Donc, ils ont pris Clay Kubiak, qui est promotion interne, il me semble. Oui. Qui est qui est- fils de Gary Kubiak. On en parlera pour celui de l'autre équipe. Ouais. Et ouais, il était quoi, lui? Il était offensive, genre pass game coordinator ou un truc Ouais, comme c'est ça? ça. Ouais. Ok. Et Mais à la ensuite, base, l'année dernière, c'était Shanahan qui était Ça fait des offensive années, hein. coordinateur. Ouais. Ça fait des années que Donc, Shanahan donc est là, quoi. c'est une des premières années, effectivement, peut-être même la première année depuis qu'il est chez les Niners, où il va avoir un mec appelé offensive coordinateur. Donc, tant mieux pour eux. Ouais, après, le play calling restera fait par Il y a des chances. Shanahan. Mm. Ouais. Et Robert Saleh, qui arrive en defensive coordinator. Je pense que c'est une des meilleures recrues de tout le cycle. Parce que tu arrives avec quelqu'un, pareil, hein, mauvais head coach, toute proportion gardée, évidemment, mais quand même qui a prouvé en tant que defensive coordinator. Ouais, je suis content qu'il revienne. On en avait parlé, hein, justement, quand il était viré des Jets, en se disant, bah, c'est clairement la signature à faire pour les Niners. Bon, il avait signé sur un poste de superviseur offensif chez les Packers jusqu'à la fin de saison, Ouais. avec un regard défensif, donc plutôt intelligent. Mais là, ça, il retourne à la casa. Et un peu comme d'autres, comme McDaniel, comme Josh McDaniels, comme on a évoqué, je pense pas qu'il aura une proposition de head coach dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc, tu t'assures aussi d'un mec qui reste dans ton sérail pendant plusieurs années. Donc, intelligent de la part de Shanahan. Je serais pas si sûr que ça. Ah ouais. Parce que, déjà, t'as parlé de la Rodney Rule tout à l'heure. Lui, il en fait partie. Et donc, il y a plein d'entretiens qu'il peut avoir. Et tu peux te dire, mais en même temps, c'était les Jets. Donc, je te redonne une chance parce que tu étais aux Jets et que tu as raté aux Jets. Donc, je pense que, après, effectivement, ce sera peut-être pas l'année prochaine, mais je serais pas surpris quand même que ça bouge. Tu parlais de son regard au niveau des Packers dans le offensive quality coach. Clay Kubiak, c'est comme ça qu'il est arrivé côté Niners. Il était defensive quality coach au début. Donc les deux ont un regard sur la défense et sur l'attaque qui peut être intéressant et un peu de se mettre dans la peau de l'autre pour lire les équipes et ajuster leur jeu. Donc, encore une fois, je trouve que c'est des recrutements intelligents, à voir ce que ça donne sur. En vrai, c'est des recrutements et de la stabilité à la fois, donc à voir si ça quand même t'arrive à apporter un petit coup dans la défense, notamment, qui en a bien besoin. Et après, on va terminer avec les Seahawks, qui ont gardé Mike Macdonald, mais par contre, qui ont changé d'offensive coordinator et qui ont pris le frère de Clay en Clint Kubiak. Ouais, bye Ryan Grubb, qui a fait du coup une seule saison sur le poste d'offensive coordinateur. Et puis Clint Kubiak, qui était chez les Saints l'année dernière. J'adore cette signature. Ok. Alors, toujours bizarre de jarter un coordo au bout d'un an. Mais ça n'a pas pris, ou en tout cas, ça a mis du temps à prendre. Et Clint Kubiak, je suis très étonné qu'il arrive sur cette fonction-là, parce que pendant la saison, on en parlait vachement sur un poste de head coach. Il est avec un coach toujours jeune, Mike Macdonald. Ça peut être que bénéfique pour les Seahawks. Vraiment, c'est bien qu'ils aient su, au bout d'une année, dire ok, stop, avec Ryan Grubb, ça prend pas, la grève prend pas, tant pis, on passe à autre chose. Et de prendre un mec qui était déjà en NFL. Alors, il y a eu des matchs plutôt intéressants et des matchs beaucoup plus difficiles du côté des Saints l'année dernière, on va pas se mentir non plus. Mais c'est vrai que sur le début de saison, il nous avait enthousiasmé, en tout cas l'attaque des Saints nous avait enthousiasmé. Tu te dis qu'il doit sûrement y avoir un juste milieu entre ce qu'on a vu en fin de saison avec la blessure en plus de quart, avec la ligne offensive qui a commencé à se déliter tout au long de la saison, et le début de saison qui était juste un feu d'artifice offensif. Et s'ils arrivent justement à trouver ce juste milieu, ça va commencer à devenir une équipe très très compliquée à jouer, parce que défensivement, je pense que ça va encore monter de niveau cette année, et offensivement, s'ils arrivent à garder une moyenne de points à de l'ordre de 20, 24, 25 points, ça sera compliqué dans la division d'aller les taper, et même en playoff s'ils font les playoffs. Donc extrêmement intelligent de la part de Mike Macdonald de prendre un mec comme Clint Kubiak. Puis il y a un truc aussi, c'est que les Saints, ça faisait pas rêver, mais le matos n'était pas là, il y avait un nombre de blessures folles, pareil. Donc
Ouais, c'est à voir. À voir du coup ce que ça peut donner, mais ce sera pas pire que ce qu'on a vu l'année dernière de toute manière. Ce sera difficilement. Voilà, on a parlé un peu de. Bah là, on a parlé de toutes les équipes. Si tu devais donner le move qui t'enthousiasme le plus, celui qui t'enthousiasme le moins, celui qui t'a surpris, est-ce que tu as certaines idées en tête déjà? Euh, Je peux commencer si tu veux, pendant que tu Vas-y, réfléchis. ouais, je reprends le truc. Moi, le move qui me plaît le plus de mon côté, c'est. Attends, je l'avais vu. Euh, c'est Tomiris du côté des Browns, où je me dis que ça peut faire quelque chose d'assez sympa, surtout s'ils prennent un rookie, de voir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Euh, voilà, c'est ça qui me plaît le plus. C'est ce qui m'a le plus surpris, c'est Schottenheimer aux Cowboys. Et ce qui me plaît le moins, c'est les Jaguars. Alors, ce qui me plaît le moins, j'avais aussi les Jaguars, mais dans la totalité. Pas pareil, GM, hein, ouais. GM et tous les coachs. Parce que aucune expérience. C'est vraiment là-dessus, moi, où j'ai des grosses inquiétudes. Et je te dis, en fonction du choix qu'ils feront sur le pick 5, ou trade up ou trade down d'ailleurs. Mais déjà, ça posera une base. Alors, ça m'a pas surpris, mais je suis très interrogatif de Borgonzi, le GM des Titans. Pas interrogatif négativement, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voir si c'était c'est Brett Veach, le GM des Chiefs, ou si c'était Borgonzi, ou les deux ensemble, qui faisaient un excellent taf. Donc ça c'est mon petit truc qui va me dire, ah, ça va m'intéresser du côté des Titans. Dans une division en plus où ils peuvent très facilement remonter et finir deuxième, parce qu'il y aura toujours les Texans peut-être au-dessus encore cette année. Après, en coaching staff qui me hype, je suis très intrigué par les Bears. Parce que comme je l'ai dit, Ben Johnson s'est bien entouré de manière très intelligente. Et du coup, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. J'aurai peut-être un autre regard sur Kellen Moore, selon s'ils prennent un QB à la prochaine draft ou pas. S'il reste avec Carr cette saison, j'aurai moins ce regard-là, parce que développer Carr à son âge, personnellement, je trouve que c'est un bon QB, donc le développer, oui, mais voilà, je pense que son plafond, il est déjà quasiment atteint. S'ils prennent un QB jeune en free agency ou à la draft, j'aurai un autre regard et je serai attiré aussi par ce que proposera Kellen Moore avec le nouveau QB. Voilà, dites-nous du coup vous en commentaire quel est pareil, move qui vous a plu, move qui vous a moins plu et ce qui vous interloque. C'est pas mal. Puis voilà. Ça me semble un bon épisode de reprise pour comment dire pour cette saison 2025 et où on accueillera un nouveau membre dans l'équipe dans les prochaines semaines. Donc hâte de vous présenter ça. Et si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, hein. Mes DM sont ouverts toujours et les DM du compte de manière globale sont ouvertes. Donc n'hésitez pas et dites-nous si vous avez envie de rejoindre cette petite aventure avec nous. Ça nous fera plaisir. Suivez-nous partout du coup, parce qu'on n'a pas fait l'instant promo au début d'épisode, on va le faire à la fin. X, Blue Sky, Threads pour les parties texte, on va dire, Instagram, YouTube, Twitch pour plus le visuel. Et donc partout, c'est le front office. Et rejoignez-nous sur le Discord également. Voilà, on est bien, on est tous ensemble, on va se parler. Et ça nous fera plaisir. Je vous rappelle les lives du coup, jeudi 27, 21h11, le live du top 11 des running backs qu'on va se faire tous ensemble. Le 5, Game Zone, avec notamment Doug et 3 autres invités. Et le 12, à 1 heure à définir, le live Game Zone, le live Free Agency. Free Agency avec PA au moins, GG très probablement. Et, enfin, du moins, s'il y a GG, il y aura PA. Et ensuite, à voir qui d'autre vient. Donc voilà. Voilà, on a hâte là, ça y est. Ça redémarre, on a fait une petite Ouais. pause qui a fait du bien. Et là, on va pouvoir reprendre de plus belle. On a aussi envie de faire on a quelque chose qu'on aimerait faire avant la Free Agency, un peu les besoins de chaque conférence ou de chaque division. On va voir si on a le temps de mettre ça en place et de diffuser tout avant comment dire, avant la Free Agency. Ce qui, plus ça va, moins j'y crois. Donc, on va voir si on se fait pas 2 épisodes au lieu de 8. Donc, on vous tiendra au courant là-dessus. Mais voilà, prochaine fois qu'on se voit, c'est pour le live top 11 et on va hâte d'être tous ensemble.
en direct, twitch.tv/le front office. Et voilà. T'as quelque chose à rajouter de ton côté? Non, hâte de la free agency là. On voit des petits noms passer, on voit des trucs comme ça. Donc là, dans 2 semaines, là, c'est les premières signatures. J'aime bien, moi, les intersaisons. Du coup, toi, t'as signé aux 49ers. Oui. Tu l'as mis à l'envers, tu l'as mis en miroir, donc on voit pas. Mais on voit, voilà. Bien. C'est avec Clay Kubiak. Mais t'as encore été tradé parce que t'as été tradé déjà pour le Super Bowl Chez mon Liam Cohen. aux Buccaneers. Ouais. Non, mais je vois. T'es parti. Parce que. Ah, mais t'es parti dans un hôpital pédiatrique à Tampa Oui, Bay. Et au exactement. final. Ouais. Ok. Ouais. C'est Donc, ouf, vas-y. hein, le nombre de contrats qui traînent dans des hôpitaux. Parce que chez nous, c'est Voici et Public. Chez eux, en fait, c'est des contrats. C'est des contrats. Putain, c'est fort. C'est fou. En plus, Ah les Jaguars, ils cherchaient. C'est dingue. Je savais pas. Parce que moi, je suis allé à Jacksonville pour le Bayou et l'hôpital. Et... Putain, je me sens, Ça fait penser au même de Spider-Man. Oh bah, comment il est arrivé là? Ah ouais, non, mais c'est. Ouais. Mais non, si vous avez des pulls dont vous vous servez pas, n'hésitez pas, hein, je suis preneur. Je prends tout. Bon, pas toutes les équipes, mais Quelle équipe tu prends pas? Je préfère rester discret sur ma vie privée, tu comprends. Très bien, je t'enverrai un pull des Jets. Peut-être, potentiellement. Peut-être. Ou des Dolphins, ou des Bills. Quelque chose dans la division, quoi. Peut-être aussi, ouais. Mais je crois que le vert me va pas très très bien aussi au teint. Donc, mais je pense que le bleu foncé te va très bien. Je pense que tu vois, un petit pull des Giants te irait à ravir. Ouais. On a parlé d'équipe de football américain quand même. Donc, restons sérieux. C'est vrai. Pardon. Avec un vrai coach. Sur ce, on va vous laisser. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et dites-nous si vous êtes sur le Discord, faites-nous un petit retour, ça nous fera plaisir. Et puis voilà, on se tient au courant sur la suite. On se retrouve jeudi pour notre live. Et d'ici là, bonne saison 2025 qui démarre. Et vive le football!